Bonjour à tous, Marc Juliet, coach professionnel en entreprise et coach de vie. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Coach Station. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Isabelle Colkins. Isabelle est coach professionnelle, conférencière, auteure et formatrice. Elle nous fait part de son parcours et de son expérience et vous allez voir, c'est très riche. Je vous dis à tout de suite. Bon bah voilà, c'est parti. Bonjour Isabelle. Jean-Marc, Bon, je suis super content qu'on soit ensemble aujourd'hui. Hein, tu vois, je suis un peu ému même. On- je le sens, tout va voilà. très bien. Bon, toi qui es une spécialiste de la prise de parole, en plus, ça me met un peu la pression, Bien sûr, mais non, mais non. non? Donc, en fait, ce qui est vraiment, je pose un peu le cadre, hein. On s'est rencontrés dans le cadre d'une formation. J'ai lu aussi ton livre. Si tu veux bien nous en parler après, tout au long de cet échange. Tu as eu un parcours assez riche. J'ai vu que tu avais démarré dans le journalisme. Euh, Mhm. On va en voilà. parler, On va en ouais. parler. Après, c'est vrai que petit à petit, tu t'es orienté vers la prise de parole. Tu es quelqu'un qui donne j'allais dire du sens et de la valeur à la façon dont on s'exprime, les mots, ça a beaucoup d'importance pour toi. Je sais que tu es orienté aussi sur quelque chose qui est de la communication non violente. C'est un outil qui est beaucoup utilisé dans le milieu du coaching, voilà. Et là, je suis vraiment super content qu'on soit là à Merci, moi échanger. aussi. Moi Hein, aussi. pour la petite histoire, j'ai participé aussi à ta formation. Ouais. Tu nous en parleras, qui est une super formation justement sur le fait de s'autoriser, Ouais. s'autoriser à prendre la parole. Et parfois, qu'est-ce qui vient freiner cette autorisation? Alors, j'aimerais savoir comment tu es arrivé au coaching, parce que tu as, comme on disait, tout un parcours avant, et maintenant que tu es coach depuis un moment, tu vas nous dire, tu fais pas que ça, hein, tu fais de la formation, donc, et tu es conférencière. Donc, comment t'es arrivé à tout ça? Alors, la vérité, c'est que quand j'étais gamine, je voulais devenir journaliste. Ça, c'était vraiment mon idéal, devenir journaliste. Parce que j'avais le désir et l'envie, le besoin d'écouter les gens, d'écouter leur histoire et presque de leur restituer leur histoire, quelque chose comme ça. Sauf que quand j'ai demandé à mes parents si je pouvais faire une école de journalisme, ils m'ont dit bah non. Non, du style c'était trop confortable, trop facile, et que si vraiment je voulais devenir journaliste, il fallait que je me débrouille toute seule. Ah ouais, d'accord. Très bien, donc, ok, j'ai changé mes plans et j'ai demandé aux copines ce qu'elles faisaient. Elles faisaient toutes droit. Je dis, bah allez, ok, je vais en droit, j'ai le droit de faire du droit. Et mes parents ont dit, ok, c'est la fac, ça coûte pas cher, vas-y. Et donc, j'ai fait un master en droit, 5 ans en droit des affaires. Donc, j'ai été 1 an juriste et au bout Ouais. d'1 an, je me suis dit non, 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 c'est quand même pas trop ce que j'ai envie de faire et je me voyais pas du tout continuer. Donc, j'ai démissionné à une époque où il n'y avait pas de convention, comment on appelle ça? Je ne sais même plus comment on appelle Ouais, ça. oui, il y a un arrangement avec son employeur. Et voilà, le terme m'échappe là. Mais une rupture conventionnelle, Une voilà. rupture Donc, conventionnelle. quand on démissionnait, il n'y avait pas de filet et j'ai tout repris à zéro. Et là, j'ai renoué avec ce qui faisait sens pour moi, ce dont j'avais envie, et c'était vraiment le lien aux autres, et c'était la communication. Donc, je suis revenue à mes premiers amours, mais en fait, je suis repartie du bas, quoi. Donc, j'ai été chargée de communication, attachée de presse auprès d'artistes, de festivals, directrice de communication, etc., etc. Et en fait, ça a été de fil en aiguille que j'ai retrouvé mon chemin, à la fois que je l'ai retrouvé et à la fois que je l'ai créé parce que je cherchais à comprendre pourquoi les gens venaient vers moi et moi, ce qui me plaisait dans ce que je faisais avec les gens, en fait. Et donc, ça a été comme ça que la notion de coaching m'est apparue. Donc, moi, je sors pas d'une école, mais j'ai eu 25 ans pour moi de travail. Alors, j'aime pas l'expression, mais on va dire, parce que ça fait sens pour les gens et on y met des choses intéressantes, de développement personnel. Ouais.
25 ans, j'ai travaillé sur moi, mais c'était pour moi, c'était pas du tout pour transmettre. Sauf que quand tu travailles 25 ans sur toi, il y a un moment où c'est juste un besoin, tu as appris tellement de choses que tu as envie de transmettre parce que ça t'étouffe sinon de garder ça pour toi. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et les gens venaient à moi parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait de la matière, etc. Et puis que j'avais une écoute aussi. J'adore écouter les gens. Donc, ça s'est construit, ça s'est tissé tout seul, en fait. Pas tout seul. Il a fallu quand même qu'à chaque fois, enfin régulièrement, je me pose la question, dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qui t'intéresse? Et donc que je réduise à chaque fois. Et ça m'a amené au coaching. Et donc, ça fait maintenant 16-17 ans que effectivement, je fais du coaching et je fais des formations en entreprise ou dans des groupes de particuliers, plus des conférences et j'ai écrit des bouquins depuis. Donc, c'est comme ça que je suis venue au coaching. J'ai retrouvé mes premiers amours et ça s'est fait d'une façon organique dans mon parcours, en fait. D'accord. Et pour toi, le lien développement personnel, coaching, ça semblait une évidence, quoi. Tu penses que le coaching aujourd'hui, enfin, j'allais dire la partie développement personnel, ça fait partie du coaching pour toi? Dans mon histoire à moi, oui. Pas Oui, forcément pour tous les coachs, hein. d'accord. Parce que dans le coaching, je veux dire, on travaille tellement de choses que il y en a qui vont venir du développement personnel et d'autres non. Ouais, Euh, voilà. Après, moi, ma façon de travailler, et c'est ce qu'on vient chercher chez moi, et moi, je travaille beaucoup en entreprise et avec le particulier, moi, j'estime que ce qu'on arrive à manifester à l'extérieur, c'est le reflet de notre intériorité. C'est-à-dire que, et mon travail sur la parole et en général, de façon générique, hein, c'est vraiment de faire tomber les peurs, les croyances, de nettoyer les mémoires et les blocages. Et plus on va fluidifier l'intériorité, plus on sera au clair avec soi-même et plus l'intériorité sera intègre et intégrée, en fait, tout sera fluide, tu vois, parce qu'il n'y aura pas des choses qui vont brider, etc. Plus ça va être comme les réglages, toi, de l'horlogerie suisse où tout fonctionne bien parce que on est honnête, sincère avec soi, qu'on a fait le travail du connais-toi toi-même des Grecs, d'accord? Donc on a fluidifié et libéré tout ça, bah, plus au niveau extérieur, ce sera facile. Et au niveau de la parole, et au niveau du leadership, et au niveau de la construction de plein de choses, du fait de porter des projets, etc. Tu vois? Moi, mon ouais, lien, il est direct. Donc, dans ce sens-là, le développement personnel fait sens, évidemment. ouais. Quoique, il y a développement personnel et développement personnel aussi. Ok. Donc c'est un sujet. Oui, on a parlé un petit peu en off, hein, pour bon pour déjà refaire un lien parce que c'est vrai on avait échangé mais plus dans le cadre de ta formation et c'est vrai que moi je te le disais ouvertement, c'est vrai que à travers aussi le coaching aujourd'hui il y a beaucoup de confusion. Tu me demandais un peu le projet en quoi il consistait Coach Station aujourd'hui. C'est vrai que durant ma formation, ma mission première, ça a été vraiment de découvrir des coachs, ce qui les avait amenés à ça. Donc là, merci pour ton partage. Et puis aussi, on se disait que ça permet d'éclaircir un peu les choses. Il y a beaucoup je pense parfois de confusion à travers des messages qui sont distillés avec plus ou moins de valeur. Bon, ça, moi, j'ai pas la prétention d'être monsieur nettoyage, monsieur propre, pas du tout. Mais c'est vrai que je pense que et je l'ai senti vraiment à travers ce que tu proposais. C'est vrai qu'il y a une éthique, il y a des valeurs et c'est important autour de ce métier de garder ça. Hein. Après, quelle que soit la façon dont on le propose, mais c'est important d'y mettre de la valeur, de l'éthique, comme tu disais aussi d'être aligné. Toi, on est beaucoup sur ce travail avec toi, travail intérieur qui Ouais. permet d'aller un peu plus loin que certains outils. Moi, j'ai apprécié beaucoup le fait d'être sur un plan méditatif, tu vois, quelque chose où on essaye de s'écouter, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je te l'avais partagé, c'était bizarre pour moi parce que j'avais pas forcément l'habitude d'aborder la formation sous cet angle-là. Et je te l'avais dit, hein, ça a créé, je trouve, un lien dans le groupe parce que justement, on était sur un autre plan. Donc, j'aime beaucoup aussi ton approche sur le fait que
c'est pas parce qu'on dit pas des choses qu'elles sont pas là, qu'elles n'existent pas. Voilà. Tu vois, par exemple, je vais revenir à toute la question du coaching, mais ce Ouais, matin, je coachais une femme qui est architecte et naturellement, elle m'a livré beaucoup d'éléments de son histoire personnelle et parfois intime et elle était à la fois dérangée, à la fois soulagée, c'est le paradoxe de parler de tout ça et je lui ai rien demandé, mais elle a senti que et je lui ai dit mais je te remercie parce qu'en fait bien sûr tout ce qui n'est pas au clair dans notre histoire personnelle nous encombre dans la parole, nous retient dans la parole. Là, avec un membre de sa famille, elle a pris conscience qu'en fait, il était là et qu'il y avait une problématique, beaucoup de tristesse, des blessures, etc. Et elle avait oublié, en fait. Et elle l'a partagé elle-même. Et je lui ai dit, voilà, tu vois, tu en parles et ça veut dire que c'est là, ça t'entrave, c'est dans ton chemin. Je veux dire, quand tu veux communiquer, il y a cette histoire, cette tristesse, etc., bah, qui est là. Et que si tu t'y intéresses pas et que tu nettoies pas cette chose-là, bah, ce sera tout le temps présent dans ta communication, que tu le veuilles ou non, que tu en sois consciente ou pas. Donc, plus on est au propre, entre guillemets, hein, mais au clair surtout, ouais, plus la communication va pouvoir être pleine en fait, et plus elle aura d'impact et plus ce sera incarné. Mais pour revenir à la question du coaching, il faut bien comprendre que quand les gens viennent se faire coacher, quel que soit le sujet, ils sont souvent en posture vulnérable aussi. Hein, et ils remettent de leur pouvoir quelque part dans les mains du coach. C'est pour ça qu'il faut être au clair là aussi avec ses intentions. c'est vrai. Et aussi avoir réparé ses blessures, parce Ouais, que sinon on peut faire beaucoup de mal. Et moi, j'ai été témoin de personnes dont j'étais proche, qui étaient coachs, et je les ai vus agir. Et c'est compliqué parce que beaucoup de coachs deviennent coachs, et ça a été mon cas aussi. On devient coach parce qu'on veut soi-même se réparer. Et donc, c'est notre chemin de réparation, de guérison et de réalisation. Euh, ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir réalisé son chemin de guérison avant de pouvoir s'occuper des autres. Et c'est pour ça, moi j'ai fait 25 ans toute seule, et du coup, c'était relativement réparé. Et voilà. Mais il y a des gens qui veulent aller trop vite et ils ont tellement le besoin, l'envie, ou même le besoin financier, ou le besoin de pouvoir, ou je ne sais pas trop quoi, mais ils ne sont pas eux-mêmes réparés et ils veulent réparer les autres. Et c'est là où il y a problème, parce qu'on ne peut pas réparer les autres si on n'est pas soi-même réparé. Ou alors, on peut réparer les autres aux endroits où soi-même on est réparé et après, on peut plus aider. Mais c'est là où c'est compliqué au niveau du coaching, mais c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'honnêteté et de sincérité de la part du coach pour se connaître et savoir où est-ce qu'il peut aider les gens et où est-ce qu'il ne peut plus les aider parce que lui-même n'a pas déjà fait le chemin. Et aussi une clarté par rapport à lui-même, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et souvent, c'est vrai, enfin souvent, il arrive que des coachs le font aussi pour un besoin de reconnaissance, un besoin de notoriété, un besoin d'argent, de choses comme ça. Euh, donc c'est compliqué et il faut vraiment bien se connaître et être au clair pour pouvoir être propre dans le lien à l'autre. Et du coup, ça libère la voix. Quand on est ouais. propre, ça libère la voix. Cette fameuse alliance là, dont on parle souvent dans le coaching. Et le fait que, attention, enfin moi j'aime bien dire que le coaching c'est pas un métier pansement. C'est-à-dire que voilà, faut être vigilant sur des éléments sur lesquels effectivement, comme tu dis, on n'a pas travaillé et du coup on va aller, Absolument. on fait du transfert, hein, tu vois, petit à petit sur des personnes où on sent que finalement en les aidant ou en les coachant, on pense que on va. Alors c'est pas forcément conscient, mais effectivement on peut aller, on C'est essaie ça. de se réparer soi-même. Et tu sais, il y a aussi autre chose, Marc, excuse-moi de te couper la parole, mais c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur Internet, il y a des formations qu'on peut acheter comme ça. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui apprennent des choses, qui lisent des bouquins, qui vont dans des séminaires, qui apprennent, et effectivement, qui ont beaucoup de connaissances. Mais les connaissances, j'ai envie de dire, elles sont pas descendues. Il faut Ouais, laisser un temps de maturation, et c'est là où toute la différence se fait. Il faut que ce soit implémenté, que ce soit incarné. Avoir les connaissances, c'est facile. Il y a beaucoup de gens qui ont les connaissances, les 5 blessures de l'âme. Plein de gens peuvent en parler bien mieux que moi, clairement, bien mieux que moi, beaucoup plus de connaissances, etc. Mais ça suffit pas d'avoir les connaissances, parce que là, c'est du transfert de connaissances. ouais, Et pour réparer ou permettre ou tenir la main d'une personne pour qu'elle franchisse
qu'elles vivent un point de bascule, c'est pas que des connaissances. Il faut que soi-même, on ait fait ce chemin et qu'on soit réparé, qu'on ait implémenté ces connaissances, qu'elles soient incarnées. Et là, on peut véritablement aider la personne et qu'elle devienne autonome. Ouais, que ça se passe sur un autre plan, quoi. C'est vraiment, même en termes d'énergie, ça se ressent de toute façon, hein. Absolument. Ouais. Ouais. Ok, bah merci déjà d'avoir partagé ça. Alors, qu'est-ce qui te motive encore autour de ce métier? Moi, c'était un peu une des questions que j'avais envie de te poser parce que, enfin, encore une fois, bon, tu fais des conférences. Je suis toujours admiratif. Je me dis, où est-ce qu'elle trouve le temps? Euh, des conférences, du coaching. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui en te levant le matin, qu'est-ce qui te motive encore là? En fait, c'est ça, c'est la transmission. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau que, pour moi, la transmission, c'est de la création. Il n'y a rien de plus beau que la création. Et la transmission, pour moi, je le mets à l'endroit de la création, en fait. C'est de la création. Et souvent, on m'a dit, tu sais, quand j'allais faire des conférences, coacher des gens, ou j'allais faire des formations ou du coaching de dirigeants, les gens disent, oh, mais t'es pas stressé, t'es pas stressé. Ben, en fait, non, non, parce que c'est tellement un bonheur. Je fais exactement ce que j'aime faire, en fait. Ouais. Donc, c'est une joie renouvelée tous les jours. Et en fait, tu sais que tu vas permettre aux gens, alors ça peut être un peu ambitieux, hein, mais tu sais que tu vas permettre aux gens de se transformer. Donc, c'est hyper gratifiant. Et tu vois, quand j'étais plus jeune, j'ai pas assez rencontré de personnes qui m'aient donné des outils ou qui m'aient permis d'eux ou qui m'aient fait rêver, etc. Et donc, c'est un peu coquin, mais du coup, j'ai le sentiment, pas tout le temps, hein, mais pouvoir un petit peu jouer ce rôle et redistribuer du possible, de l'espoir, de l'envie, renouer avec son potentiel, c'est vraiment ça, parce que voilà, c'est ce qui m'a manqué quand j'étais plus jeune, et donc quand je le fais, peut-être que je répare aussi encore toujours la petite fille, ou tu vois, je sais pas. Mais c'est un vrai bonheur que de transmettre, en fait, ce en quoi tu crois. Et ouais, ce que je vis au quotidien, et c'est très gratifiant aussi. Ouais, Donc, c'est important ce que tu dis, ouais. Ouais, de donner l'opportunité aux gens d'être à nouveau, j'allais dire, dans le contrôle, dans le pouvoir de leur potentiel. Ça, c'est une opportunité énorme, hein. prendre le Euh, pouvoir sur leur vie, parce qu'il ouais, y a beaucoup de gens, et je comprends le climat, etc., la presse, tout ce qu'on peut lire. Il y a beaucoup de gens qui sont défaitistes. Ah, ce monde est difficile. Oui, mais il a toujours été, quand on va dans toutes les périodes de l'histoire, partout. Moi, je me souviens, et je regrette de ne pas avoir gardé ce texte. Il y a 10 ou 15 ans ou 10 ans, j'ai dû lire, je suis tombée sur un texte, je dis waouh, c'était exactement à l'époque, etc. En fait, non, c'était du Goethe. ouais, Donc il y a quoi, 200 ans, 300 ans, je ne sais plus, tu vois. Et tu avais l'impression qu'il décrivait exactement ce qu'on vivait aujourd'hui. Et en fait, chaque époque a sa cruauté, sa difficulté, et en même temps son possible. Donc oui, il y a des choses qui sont très difficiles, et en même temps, il y a Internet, donc il y a de la folie sur Internet, mais il y a aussi tellement de possibles, c'est le paradoxe de la vie. ouais, ouais. Donc, et aujourd'hui, on est à un moment de l'histoire où il y a des choses très difficiles et il y a des choses tellement possibles, justement aussi grâce à Internet, comme là, notre échange, la diffusion d'idées, la diffusion d'espoir. Et je pense qu'il y a tout un nettoyage à faire de façon intérieure pour se libérer de toute cette noirceur qu'on a absorbée dans cette culture française qui a du bon, mais qui a aussi, toi, la réprimande, tout le parcours scolaire, un peu Ouais, militaire, ouais, ouais, etc. la culture de l'échec, j'entendais. Ouais, ouais, Exactement. ouais. Ouais, le cynisme, il y a beaucoup de. Absolument. J'en parle parfois avec les enfants parce que c'est vrai qu'ils ont parfois une vision, bah, justement à travers Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc ça fait du bien de temps en temps de poser les choses, mais on sent ils ont un regard aujourd'hui, une distance, et ils en prennent, ils font leur tri, mais c'est important qu'ils prennent aussi de la distance, tout comme nous, avec ce qui arrive aujourd'hui, parce que sinon on se fait happer tous les jours et on en oublie ce qu'on a envie de vivre et ce qui est vraiment important pour nous aussi, quoi. Exactement. Tu sais, moi, je suis passée par la culture anglo-saxonne, Ouais, américaine notamment, mais anglo-saxonne en général, où je l'ai côtoyée de très près très longtemps, et elle m'a beaucoup apporté.
Et eux, ils sont beaucoup plus décomplexés et c'est vrai qu'ils sont dans l'action, ils sont dans le, dans le tourner solution en fait. Et pour moi, c'est un des secrets de la vie, tourner solution quoi. Mm. Mm. Arrêter de se regarder le nombril et ça va pas. Mais ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et se mettre dans le sens de la marche en fait. Et il y a tout le temps, on peut tout le temps aller vers un mieux. Donc voilà, ce métier est super, est un beau lieu, voilà, parce que il permet aussi, il me permet de redonner effectivement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, de l'espoir aux gens en fait. Ouais, De l'espoir. ouais, Et la vie est belle aussi. ouais, C'est un choix ouais, de lecture. je te remercie pour ça. Bon, et donc justement, selon toi, c'est quoi les limites un petit peu de ce métier? Parce on en parlait un petit peu en off, là, c'est vrai que il y a des moments, on est confronté à certains clients qui nous posent des choses et sur lesquelles alors soit parce qu'on estime on n'a pas les compétences pour, ou c'est des sujets qui, à un moment, ne concernent plus le coaching. Justement, moi, j'aimerais avoir ta version, j'allais dire ta position là-dessus. Alors, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, le plus important, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même et de bien se connaître pour savoir où on peut aller, là où on est compétent, là où on peut faire la différence et là où on ne sait plus faire la différence. Et donc, il faut poser le cadre. Il faut vraiment poser le cadre, rappeler les attentes et les besoins et l'objectif à chaque fois. Et donc, s'il y a des choses qui sortent, qui émergent et dont on sent qu'on ne va pas pouvoir, nous, les faire fructifier d'une bonne façon parce que ça nous échappe, c'est trop, ou qu'en lien avec notre histoire, c'est trop compliqué ou trop lourd pour nous, il faut le poser tout de suite. Donc, c'est important de bien poser le cadre et avant, pendant et après pour qu'il y ait une clarté là-dessus. Euh, on a parlé en off tout à l'heure quand voilà, éventuellement des abus sexuels, parce qu'on parle beaucoup de ça, parce qu'on n'en a jamais parlé avant et qu'aujourd'hui la parole s'est libérée, etc. Moi, par exemple, mais c'est mon parcours, c'est mon âge, c'est mon expérience. Euh, Tu vois, il y a une personne il n'y a pas si longtemps qui est venue me chercher sur la prise de parole, par exemple. Et c'était au téléphone. Elle me dit, voilà, on vient me chercher pour des conférences et donc j'ai vraiment un besoin de faire un coaching sur la prise de parole en public, j'ai besoin d'apprendre à parler, etc. Et moi, j'entends sa voix, son énergie au téléphone et spontanément, je dis non, c'est pas sur la prise de parole va très bien. C'est autre chose, c'est les émotions. Je sens qu'elles sont bloquées là, au niveau de la gorge, qu'il y a quelque chose qui bloque et que les émotions, c'est une problématique au niveau des émotions. Et elle s'est mise à pleurer. Et elle me dit, écoutez, voilà, je pensais pas du tout qu'on allait arriver là. Et bon, et elle me dit qu'elle a vécu un abus sexuel et donc, je sais pas comment, pourquoi, etc. Mais pour moi, ça a été les émotions, le blocage, et donc j'ai compris. Et donc, personnellement, je l'ai incorporé dans le coaching parce que c'était la problématique que c'était venu, mais je me sentais tout à fait apte à résoudre ça, si tu veux. Tu vois. Enfin, à résoudre, pas forcément résoudre, mais à en parler d'une façon à ce que quelque chose puisse être libéré, et donc, du coup, les émotions et la parole aussi. Et donc, Ouais. on a parlé de son histoire, on a travaillé sur les émotions et sur la parole. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 25 ans de travail sur moi avant, 16 ans d'expérience. Voilà, j'ai un certain âge, donc voilà, à mon âge, avec mon expérience, je ne me sens pas intimidée par beaucoup de choses. Je me sens assez apte à porter beaucoup de choses, mais si je me sens pas apte ou si je sens que je n'irai pas, ou parfois la personne est trop fragile ou je ne sais pas, et auquel cas, non, ça c'est avec un thérapeute. Là, j'ai senti que dans le lien avec cette personne, ça pouvait se faire. Et ça s'est fait très, très bien. Il y a d'autres cas, et d'ailleurs, j'ai rencontré, c'est dans une formation Pôle emploi, où c'était sur la parole et une femme a parlé d'un abus sexuel, etc. Et donc, on a écouté. Et ben après, là, j'ai posé et j'ai dit ça, il faut aller consulter, il faut aller voir un thérapeute, etc., etc. Donc ça, en plus, c'était en groupe, je ne l'ai pas pris en charge. Et même individuellement, je ne l'aurais pas prise en charge parce qu'il y avait d'autres choses au niveau de la problématique de la personnalité, etc. Ce n'était pas possible. Donc là, je l'ai renvoyé. Donc, de façon générale, il faut vraiment bien poser le cadre avant les attentes, les besoins, dire ce qu'on va faire avec la personne, comment ça va se passer et les objectifs. Et si d'autres choses arrivent, de tout de suite adresser ces choses-là pour dire, écoutez, ça va être géré ailleurs ou l'incorporer si on sent qu'on est en capacité de.
Et ça, on le sent très fort. Et puis, voilà, par rapport au chemin ou à notre expérience de vie, on sent si on est capable ou pas. Et si c'est juste aussi, parce que parfois, non. Moi, ma façon de travailler, c'est d'aller dans l'intériorité. Donc, bien sûr que s'il y a quelque chose qui obstrue durement, j'ai quand même une tendance à aller voir. D'autres coachs n'auront pas cette tendance et c'est juste pour eux aussi. Ouais. Ouais. Et Je réponds à ta question ou pas? absolument, bravo, quel talent. C'est vrai que d'habitude, je te vois plus avec les mains. Alors, pour ceux qui sont en mode audio, c'est vrai qu'on le verra pas forcément, mais normalement, Isabelle, elle parle aussi avec les mains. J'ai trouvé qu'elle était plutôt soft là-dessus, mais j'ai vu tout à l'heure que c'était un peu comme ça. Mais, ouais, mais c'est chouette que tu nous partages ça parce qu'effectivement, il peut se poser la question à un moment de si j'ai vécu ça, est-ce que j'attire des clients qui, du coup, eux-mêmes ont vécu des choses qui sont similaires? Et comme tu disais, être vigilant là-dessus. Est-ce qu'on a bien travaillé là-dessus avant? Est-ce que réellement ça correspond au type d'accompagnement qu'on propose? C'est ça, Et comme on disait tout à l'heure, pour des questions alors à la fois de sécurité, hein, j'allais dire de confidentialité, de sécurité, de absolument. plein de choses qui vont venir se greffer autour de l'accompagnement. Et puis, comme tu disais, à un moment, pas hésiter à orienter la personne vers un professionnel, une professionnelle qui va être plus, Absolument. j'allais dire, plus en phase avec cette problématique, quoi. Voilà. Mais tu vois, Marc me fait penser à quelque chose. Je crois qu'aussi que par rapport à qui on est, la personne va avoir envie ou pas de Ouais, partager. ouais, Moi, je suis assez au clair avec pas mal de choses et je pense que les gens le ressentent et sentent cette facilité de déposer des choses parfois lourdes. ouais, Je me rends compte. Et parce qu'ils ouais, savent que, voilà, avec le parcours, mon âge, etc., ma maturité, et voilà. Mais quand on est plus jeune, qu'on est coach, qu'on n'est pas encore vraiment expérimenté, on a plein de choses à apporter malgré tout au coaché, mais les gens peuvent sentir que bah, cet espace-là, n'ont pas forcément envie de partager certaines choses parce que instinctivement, intuitivement, ils vont sentir que voilà, la personne n'a pas encore complètement traversé ça et ouais, donc ils vont limiter leur demande à une certaine chose. C'est intuitif. Tu vois ouais, ce que je veux dire ouais, aussi? ouais, je Tu suis vois. d'accord. Je suis d'accord Voilà, avec ça. voilà. Je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui vont aller te chercher sur une chose sur laquelle parfois ils sont prêts. Euh, j'ai déjà entendu des coachés me dire, bah, au début, j'ai pas voulu choisir ce coach, mais en fait, j'y suis allé quand même parce que je sentais que ce sujet-là, j'étais prêt ou j'étais prête à le travailler. Et c'est vrai qu'il y a aussi un chemin qui est indépendamment de l'accompagnement qui se fait. Tu parlais de maturité tout à l'heure, là, il y a des personnes sur lesquelles on sent que le sujet, là, il est venu plusieurs fois, il est revenu plusieurs fois pour que la personne fasse son travail finalement. Ouais. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce que tu le mets sous le tapis que l'élément n'existe pas, la problématique n'existe pas. Donc, à un moment, la vie va te le servir de plusieurs manières, juste attendre Absolument. que tu le comprennes et que tu acceptes ce travail. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a un lien qui se fait, notamment avec des personnes comme toi, qui vont aller sur des plans, j'allais dire, qui sont bien au-delà de l'outil et qui vont permettre de faire un travail qui va libérer plus en profondeur quelque part parce que la personne, elle est aussi prête à ça. Donc forcément, ça va chahuter, mais c'est proportionnel à ce que ça va libérer aussi, quoi. J'allais Et dire. comme tu sais, moi, je fais beaucoup de coaching de dirigeants, mais aussi sur la parole, des interventions, etc., ou des conférences qu'ils doivent donner. Et de plus en plus, moi, j'ai beaucoup travaillé avec le TEDx. Hein. Pendant 7 ans, j'ai été coach de conférences TEDx, où il y a beaucoup de storytelling, mais au service de l'idée qu'on va défendre, etc. Et moi, je travaille avec des dirigeants qui sont habitués à des discours plus formels, conventionnels, techniques, abstraits, tournés métier, etc. Et je leur dis, bah non, ça va pas le faire, je suis désolée. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'autre chose, plus de matière et de matière intérieure Ouais, aussi. ouais, Donc, il y a un moment, à un endroit, il va falloir que vous mettiez à nu, pas forcément complètement, mais pas mal, raconter un petit peu de qui vous êtes, sinon vous allez frustrer, quoi. Mais au service d'un message. ouais, Et là, récemment, j'ai eu des dirigeants qui ont été bousculés. Et en même temps, c'était très intéressant parce qu'ils me disent, mais non, Isabelle, je sais que c'est nécessaire, je veux le faire, je ne l'ai jamais fait, donc je suis inconfortable.
je veux le faire et on va le faire, tu vois. Mm. Ça a été des moments où même l'un d'entre eux s'est mis à pleurer et voilà, parce qu'il avait son intimité, c'était très gardé, quoi. Ouais, Et en fait, intimité, c'est relatif aussi, tu vois. Mais quand elle est vraiment fermée, en dire un petit peu, c'est beaucoup. c'est clair. Donc c'est intéressant parce qu'elle est dans une période où on a besoin d'écouter l'humain pour lui faire confiance. Et donc il y a tout un travail qui fait à cet endroit-là. Et c'est beau aussi, quoi. C'est beau aussi, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien dire que les entrepreneurs, c'est des, j'allais dire, des chevaliers du nouveau monde, de notre société aujourd'hui. Et on leur demande souvent d'être des soient forts, des gens, des personnes, hommes et Ouais. femmes, qui sont toujours au taquet, j'allais dire, force de proposition, qui doivent toujours montrer que tout va bien, etc. Et en même temps, c'est vrai que dans une approche comme la tienne, moi, ça m'est arrivé dernièrement de le proposer autour de la marque employeur. C'est un travail que j'aime beaucoup faire parce que justement, on remet un peu justement du contexte de la valeur et une histoire autour d'une entreprise. Et je pense que réellement, ça crée du lien. Et en même temps, on sent que cette question liée à l'histoire, par exemple, de la personne qui a créé cette entreprise ou qui a, voilà, ou que ça soit un dirigeant, mais tout de suite une posture où il y a eu beaucoup de management, à un moment où il n'y a eu pas forcément cette dimension d'évoquer, bah, le Ouais. fait de mettre ça comme ingrédient, même pour quelqu'un qui a un bon leadership, mais qui a toujours fait en sorte de squeezer un peu cet aspect-là, ah bah, on sent que ça va venir toucher quelque chose, ça les rend plus vulnérables. Du coup, au début, ils y vont pas forcément. Et moi, j'ai entendu des personnes, des employés me dire, bah moi, maintenant, je comprends mieux ma patronne ou mon patron. Aujourd'hui, j'ai un autre regard sur cette personne. Donc, je pense que tout le monde est gagnant parce que c'est vrai que moi, j'ai vu une femme dire mais moi aussi vous savez j'ai des problèmes moi aussi parce que souvent les salariés étaient un peu dans la revendication dans des faits de poser des choses constamment comme ça Ouais, c'est ça, c'est ça. et à un C'est ça. moment elle a osé dire mais elle a dit bah ça m'a fait un bien énorme de dire que moi aussi j'étais une femme que j'avais des enfants que j'avais un mari plein de choses à gérer en dehors de la boîte et puis aussi la boîte bah voilà des contrôles fiscaux des choses qui sont plus ou moins faciles à gérer des employés qui sont là qui sont plus là le fait qu'elle l'ait posé eh ben, les autres se sont dit bah ouais et ils en avaient voilà donc Et c'est en bien fait, parfois de s'autoriser hein. mais complètement, parce qu'en plus, il y a plein d'études, hein, c'est documenté aujourd'hui. Plus les managers vont être, ou leaders vont être ce qu'on appelle empathiques, en fait, en révélant une partie de leur territoire intérieur, plus les collaborateurs vont leur faire confiance, plus, et ça, tout ça, c'est chiffré. En termes d'innovation, il y aura des bons en termes d'innovation, en termes de collaboration, en termes d'engagement, en termes de capacité à gérer l'équilibre vie pro, vie perso. C'est dingue. Et en plus, plus les managers ou leaders vont s'autoriser à révéler eux-mêmes justement des pans de leur histoire, plus les collaborateurs vont être impliqués et plus il y aura des bienfaits, mais partout. Réduction des coûts, enfin tout, partout, à tous les étages de la société, ça se ressent. Ouais. Voilà, donc on aurait tort de s'en priver quand même. Comme quoi les sentiments, j'allais dire, je sais que tu es dans un événement en ce moment qui tourne autour de l'amour. Je fais un peu la parenthèse et c'est vrai que un peu d'amour même en entreprise, on voit que ça a de la proximité. Alors je sais pas comment j'allais dire, mais en tout cas rendre la chose, le travail plus humain, tu vois, plus vivant, plus vraiment, c'est les mots qui me viennent parce que je me rends compte à quel point parfois quand on durcit les rapports, ça fait Ça bloque tout, ça bloque tout. partie. Moi, j'ai coaché récemment un dirigeant qui est ce qu'on appelle un hypersensible et qui a une grosse société qui est vraiment leader sur son marché. Et en fait, c'est une entreprise libérée. Mais il dit, mais moi, je ne sais pas faire autrement. Moi, j'embauche des gens parce que je crois en eux et je veux simplement leur rendre la tâche facile. C'est tout. Lui, voilà, quoi. C'est sa façon d'être. Alors, je dis pas que c'est fait pour tout le monde, mais lui, il est comme ça et du coup, il fonctionne comme ça. Et autour de lui, on fonctionne comme ça. Et ça se passe très bien. En fait, il va même pas chercher, il va pas contrôler, etc. Il donne la confiance et les gens sont tellement heureux qu'on leur fasse confiance que
waouh, ça génère, ça amplifie le potentiel de chacun. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Moi, j'ai une conférence en fait sur l'amour en entreprise, mais l'amour, tu vois, le fait que quand on pose un regard généreux, bienveillant et fécond sur quelqu'un, eh ben, on déploie son potentiel. Et en fait, l'entreprise ou le travail a été, ça vient de la période industrielle où a été sévère, dur, etc. Mais en fait, on rend les gens malheureux et ils sont moins capables, ils ont moins d'envie de travailler, moins d'engagement. Mais si on change cette dynamique, parce que la nature humaine, à la base, en fait, elle est généreuse. Et si on réintroduit ça dans le monde de l'entreprise, si on réintroduit la confiance, etc., ben on voit qu'à tous les étages, c'est bénéfique. Et en fait, c'est ça qui est beau aussi. Suite au confinement et donc au management à distance, via les visios, etc., ben on peut de moins en moins manager de façon pyramidale, mais de plus en plus en octroyant de la confiance parce qu'on n'a pas trop le choix, en fait. Donc, ça demande aux managers de se remettre en question, mais justement de nouer des liens différents avec leurs collaborateurs. Et en fait, il y a beaucoup de choses à gagner là-dessus, parce que même la nouvelle génération qui arrive, là, eux, ils ne veulent travailler que s'ils prennent leur pied, en fait. Ouais, ouais, Et ouais. donc, ça peut être un peu fou, mais en même temps, à un endroit, ils ont raison, quoi. Donc, ils nous permettent de remettre le balancier à un endroit plus juste et meilleur pour tout le monde, en fait. Ouais. C'est vrai que ça surprend un peu, mais aujourd'hui, les jeunes s'attachent plus à des valeurs, à une entreprise qui fait sens pour eux. Bien Et sûr. comme tu disais, ils sont beaucoup sur l'horizontale. Ils travaillent de moins en moins à la verticale. Donc, c'est vrai que je pense que c'est déstabilisant pour des gens qui ont toujours eu l'habitude d'avoir Ouais, mais un management très vertical. Mais en même temps, c'est vertueux pour tout le monde, hein, parce et bien sûr, que je pense qu'ils ont vu leurs parents tellement souffrir, s'emmerder, rentrer à la maison épuisés après 8, 9, 10 heures de travail et donner leur vie au travail, qu'ils se sont dit, mais jamais de la vie en fait. Jamais de la vie, tu vois. Donc, ils nous permettent de créer un peu l'effet balancier. Donc, peut-être que eux, ils vont trop loin dans leurs demandes et leurs attentes, ou peut-être pas, mais ils nous permettent de déconstruire un modèle qui nous a quand même étouffés, quoi. ouais, Tu vois. ouais. Bon, c'est chouette. Je te remercie beaucoup Plaisir. pour ce partage. Et alors, Excuse-moi, je voulais simplement préciser quelque je t'en chose quand tu prie. parlais du coach. Il y a des gens récemment, alors là, qui me parlaient donc, tu vois, d'aller chercher, de se remettre en mouvement au niveau physique, d'aller chercher un prof, et il parlait de yoga, et d'aller chercher un prof de yoga. Le coach, je vais faire un parallèle en fait. Si on a besoin et on a envie de remuer le corps, se sentir mieux, et donc il y a plein de types de yoga et il y a plein de professeurs de yoga. Et en termes de coaching, c'est pareil. Hein. En termes de coaching, il y a plein de méthodes de coaching et aussi il y a une personnalité du coach. Donc, quand on va choisir son coach, il faut à la fois ressentir que la méthode nous convient ou va nous apprendre quelque chose, et en même temps, il faut avoir envie de travailler avec la personne. Mais c'est pas parce qu'un jour vous allez rencontrer un coach et vous dites il n'a pas fait l'affaire ou vous n'avez pas envie que du coup il faut rayer le coaching. Il faut aller chercher, il faut prendre le temps d'aller chercher la bonne méthode et la bonne personne pour vous. Et parfois, la bonne personne, ça peut être celle avec qui vous vous sentez en phase, ou parfois non. Parfois, ça va être une personne complètement qui vous est étrangère dans sa méthode de fonctionner, mais justement, vous allez apprendre des choses avec elle aussi, quoi. Ouais. Il faut être ouvert dans cet espace-là aussi, quoi. C'est bien que t'aies posé ça parce que justement, j'allais te poser la question comment choisir un coach. Et c'est bien, tu m'as devancé. Mais c'est important ce que tu dis parce que quand j'ai commencé le projet Coach Station, on m'a dit, mais c'est quoi l'intérêt de faire des échanges avec d'autres coachs alors que toi, tu vas lancer ton activité de coach professionnel. Et j'ai dit, mais justement, l'intérêt, c'est de montrer la différence qu'il y a. Il y a tant de profils différents. Et moi, j'étais persuadé dès le début que le fait d'inviter des coachs, et je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation, c'est aussi pour montrer la diversité dans l'accompagnement, dans les personnalités, dans justement le parcours que chacun a eu avant d'être coach. Souvent, il y a eu des vies avant d'être coach, et c'est ça qui est intéressant. Et comme on disait tout à l'heure, il y a des personnes qui vont choisir une personne plutôt qu'une autre, et ça leur appartient, quoi. Enfin, Oui, oui. En fait, moi, personnellement, quand je choisis des coachs, tu vois, c'est vraiment un ressenti très fort. C'est vraiment une intuition, je suis ça. Donc moi, je fonctionne comme ça. Et ça peut être juste pour certaines personnes, mais il y a des moments où peut-être qu'il faut aller choisir délibérément des gens qui ne soient pas comme nous aussi.
justement pour apprendre de nouvelles choses. Si on est dans l'intuitif ou dans le sensible, aller chercher quelqu'un qui est plus rationnel, alors pas de façon exagérée parce que ça va être dur de se comprendre, Mm. mais quelqu'un qui peut être beaucoup plus rationnel de façon à ce que nous, on apprenne des choses en termes de structure aussi. C'est vrai, c'est vrai. Quel que soit le projet, d'ailleurs, là ce matin, j'étais en réunion pour une formation qu'on est en train de construire sur le burn-out. Et on est trois profils complètement différents autour de ce projet. Et justement, je trouve que c'est ce qui fonctionne, c'est qu'on a des approches qui vont être différentes. Je mets beaucoup d'importance sur l'aspect visuel, sur comment les apprenants vont justement appréhender visuellement les choses, comment ça va s'articuler. Il y en a d'autres, enfin une autre personne, elle est beaucoup sur la source. On met ça en avant dans la formation, d'où on tient cette information. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup là-dessus. Et moi, ça me fait rire parce qu'on est une autre personne qui est beaucoup sur l'aspect profil et qui va mettre en lien certains éléments. C'est ça. Bah, tu connais, on parle souvent justement au niveau de la prise de parole en public aussi des 4 profils et des 4 questions. Ouais. En fait, quand on intervient et sur une formation, les gens sont foutus différemment en fait et ils ont des leviers différents. Et donc, il faut répondre à 4 questions, qui est le pourquoi, qui est le comment, qui est avec qui et qui est quoi. Et quand on a répondu à ces 4 questions, eh bien, on s'adresse aux 4 profils existants dans la population française mondiale. Voilà. Donc, d'où Bon. l'intérêt, effectivement, de travailler Ouais. également avec d'autres coachs, Ouais. en fait. Ouais. Ouais. Bon, c'est chouette que tu nous partages ça aussi. Et du coup, alors moi j'avais envie de te demander, parce que, alors je fais une parenthèse, et je sais que tu as pas mal voyagé et tu as une affection particulière pour les éléphants. Alors j'aimerais que tu nous partages ça. Oui, bah tiens, tu vois. Alors, bon, pour la version audio, on le voit pas, mais en fait, Isabelle, derrière elle, il y a une tapisserie. Alors, c'est un tapis, c'est une tapisserie où il y a, Une grande, grande, grande illustration. Ouais, 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 voilà, ouais. Un avec un éléphant. éléphant. Vas-y. Voilà. Alors oui, 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 oui. Tu sais, moi, je me souviens, je devais avoir dans les 5, 6 ans, en fait. Et j'ai vu un documentaire à la télé qui m'a marqué. C'était les éléphants, un clan d'éléphants, une tribu d'éléphants en Afrique, avec la matriarche en tête et ça, qui migrait pour aller chercher un point d'eau. Et je me souviens que la voix qui commentait expliquait que les éléphants, quand ils rencontraient lors de leur voyage des ossements d'autres animaux, ils s'arrêtaient pour renifler les ossements. Et qu'en plus, les éléphants étaient en capacité de sentir si les ossements faisaient partie de membres de leur tribu. Ah, c'est Et que si énorme. c'était le cas, ils s'arrêtaient et il y avait plein de rituels autour de... Ils restaient plusieurs jours, etc. Et ça, moi, dans ma fibre d'enfant de 5, 6 ans, ça m'avait, mais waouh! Je pensais que la vie, tu vois, elle était comme ça. Et là, tout d'un coup, je dis, waouh, mais la vie, c'est gigantesque, c'est dingue. Ça m'avait profondément marqué. Et donc, ça a scellé quelque chose entre l'éléphant et moi. Et pendant mais des décennies et des décennies, je me suis dit, mais ils sont trop loin, c'est inenvisageable, enfin un truc de pas possible, quoi. Des Et en fait, croyances, quoi. ben voilà, voilà. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui avaient rencontré les éléphants. Et je me dis, bah, c'est donc possible. Tu vois, comme quoi, c'est dingue, quoi. Et donc, j'ai été en Thaïlande rencontrer les éléphants. Et ça a été miraculeux. Je ne vais même pas trop en parler parce que sinon, je ne vais pas pouvoir m'arrêter. Ça me met à chaque fois dans des états pas possibles. Donc, j'ai rencontré les éléphants, ça a été miraculeux. Et quand je suis revenue ici, c'est très simple. J'ai senti qu'il se passait, que ça œuvrait dans mon corps, dans mes tripes. Donc, j'ai laissé faire. Et au bout de 4, 5, 6 jours, c'est comme s'il y avait comme une commande que j'avais reçue. Un, tu retournes en Thaïlande et deux, tu amènes un groupe. Tu amènes des groupes. Alors que dans ma tête, j'avais pas du tout imaginé ça, anticipé. Enfin, ça m'avait même pas traversé la tête, en fait. Et là, c'était une évidence. T'y retournes, t'amènes des groupes. Je dis, bon, d'accord. J'ai organisé des stages éléphants qui se sont remplis, mais tout de suite. Et ça a été dingue. Et en fait, c'est tout le travail que je fais de dépouillement de ce qui nous entrave, de ce qui nous bloque, de ce qui nous gêne. Et l'éléphant, en fait, c'est le maître de stage quand je vais là-bas. Et avec l'éléphant, tu peux pas tricher. En fait, il est là et il te permet de te dépouiller encore plus et différemment. Voilà, j'aurais plein de choses à raconter sur les éléphants. C'est une rencontre extraordinaire.
Quand on les rencontre une fois, on les a pour toujours en soi, en fait. Ils sont tout le temps là. Et moi, dès que je vois, enfin, parce qu'en fait, tu te rends compte que la plupart des éléphants nous habitent, des animaux nous habitent inconsciemment. Mais j'ai envie de dire les éléphants plus que n'importe quel animal. D'accord. Ils sont partout. Ils sont partout sur les boîtes de ceci, ils sont gravés, ils sont utilisés en tant que logo. Ils sont tellement généreux, ils sont tellement sages, ils sont tellement sensibles, ils sont tellement puissants. Ils incarnent presque toutes les qualités, en fait. Et d'ailleurs, l'éléphant en Inde, c'est un dieu très très fort, c'est Ganesh. Ganesh, c'est une tête d'éléphant avec un corps d'enfant. Et Ganesh, c'est celui qui soulève les obstacles, qui enlève tous les obstacles du chemin. C'est Ganesh ou Ganesha. Et donc, c'est l'éléphant qui est donc élevé à un rang de dieu. Enfin, c'est une déité les plus importantes pour eux. Donc, l'éléphant, c'est pas rien. On le sent, on l'entend. T'es Et pourtant, je passionné. me T'es retiens. passionné. Je me retiens Ouais. parce que si j'en parle vraiment, ça me fait des choses partout dans le corps. Ouais. Et du coup, Vas-y, ok, let's go, go. ça c'est fait. Du coup, est-ce que tu continues t'emmènes toujours des groupes en Thaïlande? Alors, avec le confinement, bah, j'ai suspendu. Ouais, Là, avec la guerre, etc., je me sentais pas forcément bien d'amener un groupe parce que là, le climat international est un peu tendu. ouais, Donc, écoute, je sais que je vais le refaire hein, parce que l'appel est là, la demande est là, que c'est trop important et je vois le bien que ça fait au groupe, enfin, individuellement. Parfois, les gens, ils savent pourquoi ils viennent rencontrer les éléphants, parfois, ils savent pas parfois, ils savent pas du tout, mais ils repartent tout le temps avec une force, enfin, quelque chose de libéré, en fait. Donc, oui, je vais réorganiser ces stages, mais j'attends que la situation internationale se ouais, calme un peu, tu vois, ouais, pour ouais. que, voilà, on y aille l'esprit libre, en fait. Ok, bah c'est chouette parce que tu sais que dernièrement j'ai fait un épisode sur l'équi-coaching, donc l'accompagnant avec les chevaux, mais là voilà, on fera un épisode sur l'accompagnant à l'aide des éléphants et c'est Tellement faux. Tu sais, c'est vraiment des êtres aussi préhistoriques, quoi, en fait, tu vois. Et quand tu es près d'eux, tu rentres dans une autre dimension de la vie. ouais, Déjà, rien que de marcher dans leurs pas, ils sont tellement lourds et puissants, et pourtant, ils ne font aucun bruit. Tu t'attendrais à ce que cette masse fasse du bruit quand tu marches avec eux. Rien. ouais. C'est juste des petits coussinets. Il faut que tu tendes l'oreille pour entendre le bruit des petits coussinets, toi, sur le sol. Ça te, ça t'amène dans d'autres espaces, en fait. Et puis, ils sont tellement puissants et ils sont tellement sensibles. Ils sont majestueux. Ils sont vraiment majestueux. Et quand tu es avec eux, que tu passes du temps avec eux et que tu croises le regard d'un éléphant qui te regarde vraiment, ça va te chercher loin. Quand tu as cette connexion avec l'éléphant, c'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Voilà. Bah merci, c'est chouette. Bon donc j'allais dire on se tient au jus comme on dit ici pour la suite parce que ça c'est vraiment c'est une sacrée aventure aussi hein. Complètement. Tu vois. Ouais, ouais. Après, ils ont pas une vie facile parce ouais, ils sont tourmentés. Le confinement, ça a été dur pour eux aussi. Il y avait des camps éthiques, tu vois, bah, qui n'avaient plus rien à leur donner à manger. Ça a été beaucoup de souffrance pour beaucoup de personnes, pour le peuple thaïlandais et pour les éléphants. C'est très compliqué leur situation parce qu'on leur demande tu sais, ils sont beaucoup utilisés pour le travail, pour déforester les forêts, en fait, leur habitat Ouais, naturel. Donc, ouais, c'est fou ce qu'on leur fait subir, en fait. C'est fou, fou, fou. ouais. Mais c'est des êtres de lumière. Mm. Et donc, voilà, il y a un travail à faire auprès d'eux. Ouais, ouais. Ok, bon, on a bien fait d'ouvrir cette... Je m'y attendais pas. Ah bah oui. Ah mais bon, ça, je sais que on s'était pas tout dit à hein. Après, moi, je sais que t'es quelqu'un qui aime lire, qui aime... et c'est vrai que c'était une question que je voulais te poser aussi et que je pose. Tu fais partie des gens avec qui j'ai un échange qui a écrit. Moi, je t'ai connu par le biais
d'un livre et c'était chouette. C'était une première étape. Après, j'ai fait cette fameuse formation et c'est vraiment chouette aussi. Bon, j'espère bien aller voir les éléphants. Du coup, ça m'a donné envie, là. Avec plaisir, avec Voilà. plaisir. Et ouais, j'aimerais savoir s'il y a des livres qui t'ont vraiment, justement, un peu, qui ont été importants pour toi, sur lesquels même tu serais prête à revenir euh, à un moment en te disant, tiens, je le relirai bien. Alors, ma relation avec les livres, j'essaye de l'apprivoiser. À un moment, les livres, c'était addictif, mais je me suis rendu compte que j'achetais des bouquins parce que j'avais un appel très fort, mais pour autant, j'allais pas forcément le lire ou tu vois. Donc, en fait, comme je crée beaucoup de contenu, j'ai du mal à aller lire. Enfin, c'est par période. Il y a des périodes où je vais lire et d'autres où je vais pas lire du tout. Et là, ça doit faire beaucoup de mois que j'ai pas lu et que j'ai vraiment du mal à lire, en fait, parce que j'ai mon énergie qui est trop tournée vers la création, en fait, tu vois. Mais pour autant, moi, j'adore écrire. C'est vraiment, pour moi, c'est crucial. C'est vraiment un outil de prédilection pour moi, l'écriture. J'adore, j'adore. Donc, effectivement, j'ai écrit trois bouquins. Et sinon, alors moi, je suis fan de Christian Bobin. On sort du coaching, mais Christian Bobin, tu connais ou pas? Non, 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 dis-moi. c'est un auteur français qui est remarquable par son intelligence, sa sensibilité. Christian Bobin. Sinon, pour revenir au coaching, j'ai évoqué tout à l'heure les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Alors, j'ai pas vraiment lu le bouquin, j'ai feuilleté de ci, de là, mais je connais quand même son travail, tu vois. Ça, c'est un bouquin que je recommande. Ouais. Pour moi, c'est des éléments, c'est des connaissances qu'on devrait apprendre à l'école, en fait, tu vois. J'ai jamais étudié la communication non violente, en fait. Pour moi, c'est du bon sens. Et toi, tout ça, je l'ai défriché seul. Ça a été une évidence. Par contre, il y a le bouquin de Thomas Dossembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai, Ouais. que je recommande beaucoup, même si je ne l'ai pas lu. Mais je connais Thomas Dossembourg, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. C'est un homme délicieux et qui incarne complètement ses enseignements. C'est vraiment qui il est. Donc déjà, ces 2 bouquins, c'est pour moi, c'est très, très important. Il doit y en avoir d'autres, hein, mais Ça peut être même des romans ou des livres, justement, toi qui voyages, qui t'ont fait voyager ou qui t'ont apporté. alors moi, j'aime beaucoup aussi, tu Oui. vois, quelqu'un, Denis Marquet, je ne sais pas si tu connais, Denis Marquet, Marquet Marquet, qui a écrit un bouquin, la véritable philosophie du Christ, Oser demander tout. Il part du christianisme et de l'origine, donc c'est très intéressant, c'est très puissant, j'aime vraiment beaucoup. Il parle beaucoup de grâce, moi la grâce, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi. J'aime beaucoup son enseignement à Denis Marquet, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sinon aussi une personne, c'est Issa Padovani, que tu dois connaître. Ouais. Tu Ouais. connais? Ouais. Voilà, qui a des beaux enseignements également. Voilà, pour Aussi. l'instant, il peut y en avoir d'autres, mais Bah, je les mettrai dans la description, ouais. Pas de souci. volontiers, volontiers. Ok. Ben, il y a de quoi faire aujourd'hui. Il faut aussi se faire confiance et oser explorer. Et souvent, par une personne, on va en rencontrer une autre. Moi, j'ai beaucoup fait comme ça, en fait. Et c'est intéressant de s'autoriser cette exploration. Les 5 blessures de l'âme, le bouquin de Thomas Dansembourg, ça en fait partie. Denis Marquet, Issa Padovani et d'autres. Ouais, si t'as envie d'en mettre d'autres, Je dirais. je rajouterai dans la description. Bon, Bien, voilà. je te remercie mille fois, Isabelle, pour cet échange. Merci, Et merci vive les beaucoup. éléphants. Tu vois, je les regarderai autrement maintenant. Ouais, ouais, c'est des créatures magnifiques. Et puis, merci pour ta simplicité, ton authenticité. Merci beaucoup. Merci. Et au plaisir d'échanger donc pour ce futur voyage. Ouais, avec grand plaisir et longue vie à Coach Station. Merci beaucoup. Bonne chance pour tous tes projets. Bonne chance pour tous les projets des personnes qui nous écoutent. Ouais, Et à ouais. bientôt avec grand plaisir. À bientôt, Isabelle. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.